Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle ceux qui trichent, manipulent et écrasent les autres semblent souvent atteindre les sommets du pouvoir? Existe-t-il un schéma qui favorise les plus malhonnêtes pendant que ceux qui agissent avec honneur restent en arrière? Aujourd'hui, nous allons explorer les racines de ce paradoxe et ce qu'il révèle sur notre monde, notre psychologie et, surtout, notre propre morale. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre non seulement pourquoi ces individus agissent ainsi, mais aussi si leur ascension est réellement aussi invincible qu'elle en a l'air. À travers l'histoire, les dirigeants autoritaires, les marchands sans scrupules et les manipulateurs habiles ont accumulé richesse et prestige. Nous pouvons évoquer des empereurs despotiques, des magnates impitoyables et des politiciens qui mentent sans la moindre hésitation. Tous ont exercé un immense pouvoir. Mais pourquoi ce phénomène se répète-t-il sans cesse à travers différentes cultures et époques? Si nous plongeons dans les profondeurs de l'histoire humaine, nous constatons que l'humanité s'est développée dans des conditions de survie extrêmes, où les ressources étaient rares. Être impitoyable pouvait offrir un avantage immédiat. Il est difficile de l'admettre, mais l'instinct de compétition récompense souvent ceux qui n'hésitent pas à user de méthodes douteuses pour gravir les échelons du pouvoir. Cela signifie-t-il que la morale est une faiblesse? Ou bien n'apercevons-nous qu'une partie de l'histoire? Dès l'enfance, nous apprenons que le bien finit toujours par triompher du mal, une idée véhiculée par les contes de fées, les religions et les philosophies. Pourtant, en confrontant cette croyance à la réalité, nous réalisons que la justice n'est pas toujours garantie. Cet employé qui s'approprie vos idées peut obtenir une promotion. Ce politicien corrompu peut être réélu encore et encore, tandis que les individus intègres restent sur le bas-côté. Face à cela, beaucoup ressentent une profonde frustration et se demandent: pourquoi devrais-je continuer à jouer selon les règles, alors que ceux qui trichent semblent toujours l'emporter? À cet instant, il est essentiel de se rappeler une vérité cruciale. Le monde ne récompense pas automatiquement la vertu. Ce qui prime, c'est la compétition, l'influence et la capacité à exercer son pouvoir. Tout devient un jeu où le plus méritant ne l'emporte pas toujours. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'une situation où une personne malhonnête a profité des autres? Comment avez-vous réagi face à cela? Dites-le moi en commentaire. Le philosophe Friedrich Nietzsche a exploré en profondeur la question du pouvoir. Dans ses œuvres, il décrit deux formes de morale: la morale des maîtres et la morale des esclaves. Dans la morale des maîtres, on retrouve des valeurs telles que la force, la détermination et la conquête. Ce sont des individus qui créent leurs propres règles, qui agissent sans chercher l'approbation des autres et qui imposent leur volonté à la réalité. À l'inverse, la morale des esclaves valorise l'humilité, l'empathie et la soumission comme des vertus fondamentales. Pourquoi est-ce important? Parce que le monde, depuis toujours, est façonné par ceux qui embrassent la volonté de puissance, cette impulsion qui pousse à surmonter les obstacles et à s'imposer face aux autres. Cela ne signifie pas que tout le monde devrait devenir un tyran ou agir avec violence, mais historiquement, la morale des esclaves, qui glorifie l'obéissance et le renoncement, a souvent laissé le champ libre aux plus ambitieux et aux plus agressifs. Alors, la solution serait-elle de rejeter toute empathie et d'adopter la morale du maître à tout prix? Ou bien existe-t-il un point d'équilibre entre la force et les principes? Revenons à nos ancêtres. Imaginez-les luttant pour la nourriture, l'abri et la sécurité dans un environnement hostile. Dans ces conditions, avoir un avantage compétitif pouvait faire toute la différence. Ceux qui savaient garder leur sang-froid sous la pression et qui osaient prendre des risques avaient souvent plus de chances de s'en sortir. Au fil des millénaires, ces stratégies ont été affinées, et aujourd'hui, dans nos environnements professionnels et politiques,
nous portons encore ces impulsions profondes. Des études montrent que les personnes ayant moins d'empathie ou une tolérance plus élevée au risque ont tendance à prendre des décisions plus audacieuses. Ces choix peuvent engendrer des bénéfices considérables, même s'ils impliquent un coût moral élevé. Souvent, ce type de personnalité est assimilé à un leadership naturel. Mais est-il réellement vrai que ceux qui ne se soucient pas du bien-être collectif sont de meilleurs dirigeants? L'histoire nous fournit de nombreux exemples de leaders despotiques dont la chute fut aussi spectaculaire que leur ascension. Le pouvoir sans limite éthique finit presque toujours par se transformer en catastrophe. Et c'est là que surgit une question essentielle. Comment peut-on être fort sans être dévoré par sa propre ambition? Le pouvoir en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, comme le feu. Il peut réchauffer et éclairer, mais aussi tout réduire en cendres. Tout dépend de qui le manie et dans quel but. Nietzsche considérait la volonté de puissance comme une force créatrice, un moteur permettant de dépasser ses propres limites et d'atteindre son plein potentiel. Cependant, dès lors que cette volonté se transforme en désir de dominer et d'asservir les autres, le pouvoir devient perverti. Un dirigeant qui gouverne par la terreur peut maintenir son contrôle pendant un certain temps, mais il vit perpétuellement dans l'angoisse d'être renversé. Lorsqu'un régime repose uniquement sur la peur et l'oppression, sa chute devient inévitable, car personne n'accepte indéfiniment de vivre sous la contrainte. L'histoire regorge d'exemples de dictateurs et de chefs d'entreprise autoritaires dont l'empire s'est effondré à la première crise ou à la première révolte. À l'inverse, il est indéniable que nos sociétés sont organisées de manière à ce que ceux qui maîtrisent le jeu de l'influence soient souvent ceux qui détiennent le pouvoir. Cela soulève une autre question essentielle. Si le pouvoir est une arme à double tranchant, comment empêcher qu'il ne soit monopolisé par ceux qui en font un usage destructeur? La réponse pourrait résider dans un changement de mentalité collective ou dans l'émergence de leaders capables de conjuguer fermeté, vision à long terme et éthique. C'est ici que Nietzsche introduit la figure du surhomme, Übermensch, un individu qui dépasse les normes morales établies et forge sa propre vision du monde. Ce surhomme ne se contente pas d'adhérer passivement au dogme de la soumission, mais il ne tombe pas non plus dans la tyrannie brute. Contrairement à ceux qui écrasent les autres pour asseoir leur autorité, il transcende les règles imposées, trouvant un équilibre subtil entre ambition et responsabilité. Pour lui, le pouvoir ne se résume pas à humilier ou à écraser ses adversaires. Il s'agit plutôt d'un instrument pour développer son potentiel créatif, affirmer sa volonté et élever son esprit. Mais pour y parvenir, il doit cultiver une discipline intérieure rigoureuse, une profonde connaissance de lui-même et une indépendance vis-à-vis du jugement extérieur. Alors, que deviendrait le monde si davantage de personnes osaient franchir ses limites et incarner cette nouvelle forme de leadership? Serait-il possible d'instaurer une morale qui soit à la fois forte et juste, permettant de naviguer dans le jeu du pouvoir sans se corrompre? En pratique, beaucoup pensent qu'il n'existe que deux options. Soit l'on joue selon des règles strictes et l'on se fait écraser, soit l'on accepte de tricher pour s'imposer. Pourtant, il existe une troisième voie, plus subtile, qui permet de s'affirmer sans renier ses principes. Examinons quelques éléments essentiels pour y parvenir. Tout d'abord, il est crucial d'accepter la réalité de la compétition. Il ne sert à rien d'attendre que la bienveillance soit le seul critère du succès. Le monde fonctionne sur des rapports de force et des intérêts divergents. Feindre l'ignorance face à cette réalité ne protège personne. Ensuite, il est nécessaire de développer une empathie stratégique. Cela ne signifie pas être naïvement altruiste, mais plutôt comprendre les motivations des autres, anticiper d'éventuelles manipulations et savoir s'en prémunir,
sans pour autant tomber soi-même dans la tromperie. Un autre point essentiel est le renforcement de la volonté intérieure. L'assurance en soi et la résilience sont des qualités indispensables pour affronter les risques, défendre ses idées et créer ses propres opportunités. Au lieu d'attendre qu'une reconnaissance externe valide son travail, il faut être capable de bâtir son propre chemin. Il y aura aussi des moments où il sera nécessaire de faire preuve de fermeté et de contrôle responsable. Cela implique de prendre des décisions difficiles, d'écarter les influences négatives et de rompre avec des relations ou des collaborations qui n'ont plus d'avenir. Être fort ne signifie pas être cruel, mais être capable d'établir des limites claires et de les faire respecter. Enfin, la clé réside dans la création de valeurs authentiques. Réussir de façon durable repose sur des résultats tangibles et des actions éthiques qui inspirent la confiance. Ceux qui ne cherchent qu'à exploiter les autres peuvent grimper rapidement, mais leur chute est souvent tout aussi brutale. À l'inverse, ceux qui refusent de tomber dans l'extrême du « tout est permis », sans pour autant se sacrifier aveuglément aux circonstances, trouvent un équilibre qui leur permet de prospérer sans se compromettre. Mais comment cette alliance entre éthique et stratégie peut-elle produire des résultats solides dans le temps? Les individus malhonnêtes peuvent parfois triompher, mais bien souvent, ils construisent leurs empires sur du sable mouvant. Il suffit d'un changement soudain, une dénonciation, une trahison, une crise économique, pour que tout s'effondre. À l'inverse, ceux qui allient solidité morale et vision stratégique, même si leur ascension est plus lente, bâtissent des structures plus résilientes. L'héritage d'un individu ne se mesure pas seulement à son succès immédiat, mais à sa capacité à continuer d'influencer et d'inspirer, même après avoir quitté la scène. C'est là que la force de l'éthique, combinée à une véritable intelligence du jeu du pouvoir, prend tout son sens. Les réalisations fondées sur des principes solides survivent aux tempêtes du temps, tandis que celles construites sur la manipulation s'effondrent à la première secousse. Si vous avez suivi cette réflexion jusqu'ici, vous avez compris que le monde récompense souvent l'audace, sans toujours se soucier des moyens employés pour atteindre le sommet. Mais vous avez aussi vu qu'il existe une manière de se démarquer sans trahir sa conscience. L'essentiel est de ne pas tomber dans deux pièges, celui de croire que la simple gentillesse suffit et celui de penser que seule la cruauté fonctionne. À présent, j'aimerais entendre votre avis. Pensez-vous qu'il est possible d'atteindre le succès sans renier ses valeurs? Connaissez-vous des figures qui incarnent cet équilibre entre force et éthique? Partagez votre opinion en commentaire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de repenser sa vision du pouvoir et, bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu sur la philosophie, la psychologie et les stratégies pour mieux vivre. Nous poursuivrons ensemble cette quête d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des dynamiques de pouvoir qui nous entourent.